Plesnay, c'est-à-dire le célèbre pont d'Avignon. Et l'auteur a attaqué la ville d'Avignon qui les avait utilisés à titre de logo, en retouchant les couleurs et évidemment sans mettre le nom de l'artiste. Donc il y a finalement, dans les contrefacteurs, on peut trouver des gens tout à fait inattendus. La ville d'Avignon et l'office de tourisme, parce que c'était l'office de tourisme qui donnait des brochures avec le logo, ont soulevé l'absence de protection par le droit d'auteur, car ils ont dit, écoutez, c'est une photographie du pont d'Avignon. Enfin, je veux dire que tout le monde peut faire une photographie du pont d'Avignon et elle n'a rien d'original. Et les juges ont considéré le contraire parce qu'ils ont dit que le cliché donnait un effet d'étirement sur l'aile gauche du pont d'Avignon, donnant l'impression qu'il se prolonge sur l'autre rive, alors qu'en réalité, l'aile est détruite. Et ils ont aussi noté qu'il y avait une lumière orangée sur le pont d'Avignon qu'on ne pouvait pas voir forcément. Et ils ont d'ailleurs, l'auteur avait d'ailleurs versé au débat la lentille qui lui avait permis de donner cet effet d'étirement. Et les juges ont conclu que l'auteur avait pris cette initiative de manière totalement personnelle, que personne ne lui avait donné pour instruction de créer un étirement, et que par conséquent, ça constituait bien l'empreinte personnelle nécessaire pour caractériser l'originalité d'une œuvre. Mais le simple choix, le fait d'avoir le choix, n'est pas suffisant, dit la jurisprudence. Dans une autre affaire qui a concerné l'assistant réalisateur adjoint du film Bienvenue chez les Ch'tis, les juges de la Cour d'appel de Paris ont rendu un arrêt le 4 juillet 2012 où ils ont refusé à cet assistant réalisateur la protection par le droit d'auteur des plans qu'il avait lui-même réalisés, en considérant que ces plans avaient été réalisés conformément au scénario. Et que les choix qu'il avait faits étaient en réalité des choix qui n'étaient pas qui ne caractérisaient aucun apport créatif, et que le simple fait de disposer d'une liberté de choix ne rendait pas forcément l'œuvre originale. Dans une autre affaire, les juges ont dit que ce qui compte, c'est le parti pris esthétique. C'est une affaire de la Cour d'appel de Paris du 6 juin 2012. Il s'agissait d'une vidéo qui avait été réalisée par un photographe reporter d'un cheval qui était sellé sans cavalier et qui galopait dans les rues de Paris. Cette vidéo a été d'abord vendue au journal Le Parisien, qui l'a diffusée sur son site internet, et il se trouve que c'est un tiers qui a repris la vidéo, qui avait donc été acquise par le journal Le Parisien. Donc le photographe et le journal Le Parisien sont allés assigner le tiers, qui est allé dire mais ça n'est pas original. Donc il faut savoir que chaque fois que vous allez aller en justice, on vous dira ça n'est pas original. Et eh bien le tribunal et la cour sont d'accord, ça n'est pas une vidéo originale. Alors, l'auteur s'est battu, il a dit qu'il avait choisi le cadrage, qu'il avait choisi les plans, qu'il avait fait une vidéo selon un rythme, il a parlé d'un rythme constant, mais la Cour dit non, il n'y a pas eu de mise en scène faite par le photographe reporter. C'est un sujet extraordinaire qui s'est imposé à lui, et que, compte tenu du fait que c'est un grand reporter et qu'il a une excellente, il a un professionnalisme extraordinaire, et ben lui il est arrivé à capter la scène, hein, mais la course s'est imposée à lui, ce qui fait qu'en réalité il n'est pas intervenu pour marquer son empreinte personnelle sur la vidéo. Alors, et la Cour, j'ai pris un extrait de l'arrêt. La Cour dit la chose suivante, elle dit « Le seul fait de s'attacher à filmer, à la manière d'un reportage, une situation réelle, anecdotique, insolite, en train de se dérouler, en centrant l'image sur les protagonistes de cette scène peu banale, donc en fait le cheval, ne saurait suffire à traduire un réel parti pris esthétique empreint de la personnalité de son auteur. » Alors il faut savoir que dans cette affaire, ce qui est amusant, c'est que le journal Le Parisien l'avait acheté, la vidéo.
Et il avait payé en termes de droits d'auteur. Donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que ce n'est pas le fait que vous soyez des professionnels qui pourra venir éventuellement influer, puisqu'en réalité, là, ça a desservi, parce que si ça avait été un amateur, est-ce que la Cour aurait pris la même décision? On peut se poser la question. Et il faut savoir aussi que le parti pris esthétique peut résulter du fait qu'on a plusieurs clichés sur un sujet. Et là, c'est un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 mai 2010. Et les juges de la Cour d'appel sont revenus sur la décision des premiers juges. Alors, parce que ça aussi, ça arrive, il ne faut pas l'oublier. Vous allez en justice, vous attaquez un contrefacteur. Les juges en première instance disent A. Vous allez devant ou votre adversaire va devant la cour d'appel, celui qui a perdu va devant la cour d'appel, et voilà, vous êtes reparti à la case zéro parce qu'on a l'inverse de ce qui a été décidé en première instance. Après, il reste la cour de cassation qui peut encore renvoyer devant une autre cour d'appel. Donc, c'est vrai que c'est un parcours du combattant. Dans cette affaire, cour d'appel de Paris, 19 mai 2010, il s'agissait de photographies et de vidéos illustrant le thème du Kama Sutra. Et bien entendu, les gens qui avaient été attaqués en contrefaçon ont dit quand même le Kama Sutra, vous n'allez pas nous dire que c'est original. J'ai plaidé une affaire qui était très sensiblement identique à celle-là en disant la pornographie, c'est toujours la même chose, donc il n'y a pas d'originalité. Donc je connais bien ce type d'argument. Et les premiers juges ont donné raison aux adversaires en disant que le thème était tellement connu, dévoyé, que ça excluait tout apport artistique personnel du photographe. Eh bien, la Cour a pensé les choses totalement différemment. D'abord, elle a regardé les directives qui avaient été données aux photographes. Les directives qui avaient été données aux photographes, c'était « faites attention à la lumière », n'oubliez pas de bien cadrer vos mannequins, etc. Donc la Cour a considéré que les instructions qui avaient été données n'étaient pas suffisantes pour dire que le photographe avait exécuté ou fait un travail d'exécution. Et puis le photographe a indiqué qu'il était intervenu dans la position des mannequins, qui n'était pas dépendante des contraintes du Kama Sutra. Donc il a dû trouver des positions de mannequins qui ne voulaient pas mentionner une position du Kama Sutra, et qu'il avait choisi les effets de contraste des couleurs et de relief, le jeu de la lumière et des volumes, les expressions des visages et des regards des mannequins qui, bien entendu, ne dépendent pas du Kama Sutra. Et la Cour retient que si les éléments qui ont servi pour la mise en scène appartiennent au fond commun, appartiennent au domaine public, en réalité, on ne peut pas s'approprier, aucun auteur ne peut venir s'approprier le Kama Sutra, il n'empêche que c'est le fait d'avoir fait plusieurs clichés donne au cliché un aspect d'ensemble qui montre le parti pris esthétique de l'auteur. Donc là, c'est la quantité de photographies. Et finalement, le fait qu'on retrouve quelque chose dans l'ensemble des photographies. Donc peut-être qu'une photographie toute seule n'aurait pas suffi pour qu'on déclare la photographie originale. Alors, je ne sais pas si je suis coupée ou est-ce que je continue un petit peu Oui, concluez. Mais c'est bien fait pour vous, parce que vous m'aviez dit que je n'en avais pas pour plus de 5 minutes. La deuxième chose, c'est que je dois juste... Enfin, je vais aller très vite sur ce passage-là. C'est que une fois que vous avez une œuvre originale, vous avez la possibilité, donc je rappelle, vous avez un monopole d'exploitation. Ça signifie que vous pouvez transmettre des droits à des tiers et qu'en plus, le Code de la propriété intellectuelle, dans l'article L131.3, indique qu'il faut une mention distincte pour chaque droit cédé, avec la délimitation des étendues, les destinations, le lieu, la durée des droits, etc. Et dans le doute, eh bien, la jurisprudence applique un principe, c'est dans le doute, ce droit n'a pas été transféré. Et ce qui signifie également que la diffusion sur Internet des photographies ne peut pas être sous-entendue dans un contrat, il faut qu'elle soit exprimée de façon claire.
en vertu donc, de cette interprétation stricte des dispositions contractuelles. Mais alors, une fois que vous l'avez cédé, ce droit, vous aurez quand même du mal à venir dire que ça n'était pas cédé. Et donc, j'ai pris de la jurisprudence, mais de la jurisprudence qui montre que quand ce droit n'est pas cédé, en revanche, la personne qui ne l'a pas a du mal à récupérer ce droit. C'est un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 15 juin 2011. Une photographe dans un quotidien régional a reproché à son employeur d'avoir diffusé sur son site internet les photographies réalisées par elle pour le journal. L'employeur ne pouvait pas se prévaloir du contrat de travail, car on a justement un article du Code de la propriété intellectuelle qui dit que le contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle. Donc, vous restez parfaitement titulaire de votre monopole. Et l'employeur n'a pas pu non plus se prévaloir d'un accord passé avec les organisations syndicales qui prévoyait une rétrocession de 500 € par réutilisation sur Internet, au motif que dans cet accord, il était prévu qu'il devait y avoir préalablement une cession de l'auteur de ces droits. Et à l'époque, il y avait certaines dispositions de la loi Hadopi du 12 juin 2009. Et l'employeur n'a pas pu non plus se prévaloir des dispositions de la loi Hadopi du 12 juin 2009 qui prévoyait une cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste. Pourquoi ? Parce que cette présomption de cession à l'employeur, c'était à condition qu'elle porte sur un titre donné et qu'elle définisse une période donnée. Comme il n'y avait eu ni titre ni période, eh bien, on a considéré qu'à partir de ce moment-là, la loi Hadopi ne s'appliquait pas. Donc, c'est vous dire quand même que l'interprétation est stricte. Lorsque un auteur n'a rien cédé, eh bien, il peut tout de même être très protégé. Maintenant, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas que les contrats de droit d'auteur, il peut y avoir aussi l'incidence d'autres contrats. Et c'est un arrêt, mais qui, pour l'instant, n'est pas encore tant commenté, qui a créé un peu d'effroi dans la matière. C'est un arrêt de la Cour de cassation, donc c'est la haute cour du 30 mai 2012. C'est un salarié qui était licencié, c'est un salarié donc reporter photographe, et puis son ancien employeur a continué à mettre des photographies sur son site internet, alors que le salarié n'avait jamais autorisé ni la diffusion, ni même leur numérisation. Et la cour d'appel a donc condamné l'ex-employeur, puisqu'il n'y avait pas eu de contrat de cession. Et la Cour de cassation dit, mais attendez, l'employeur vous dit qu'elle a reçu un mandat pour commercialiser les photographies de son salarié. En plus, on s'aperçoit que la numérisation est faite en très basse définition, donc elle n'est pas faite pour être téléchargée et reproduite, et qu'il y a un système anti-piratage. Donc, eh bien, on casse l'arrêt de la Cour d'appel parce qu'on voudrait savoir si, en définitive, par le mandat de commercialisation, il n'était pas normal que cet ancien employeur puisse numériser les photographies, ne serait-ce que pour les montrer à des acheteurs potentiels. Donc, on attend la réponse sur ce sujet. Et j'en ai terminé sur cette rapide vision avec les derniers arrêts de Soliman. Je crois qu'il y a une question. Oui, bonsoir, Jean-Noël Giroir. Je voudrais revenir sur cette question d'originalité parce que pour un photographe, c'est véritablement aujourd'hui, dans le dispositif de protection que constitue le Code, un talon d'Achille. J'observe d'abord que c'est une condition qui n'est pas fixée textuellement par la loi, elle est d'origine